Bon, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. On va attaquer donc la troisième conférence. Et pour cette conférence, on va aller regarder la data vise, mais plutôt dans un contexte industriel, puisque nous avons deux représentants de Pierre Fabre qui vont nous expliquer un peu comment ils ont intégré la donnée et la data vise dans la prise de décision au sein de leur groupe. Donc, ce sera Cyril Benmehdi, qui est responsable du programme décisionnel chez Pierre Fabre, donc, et Simon, puisqu'ils sont deux à faire la conférence, qui est coordinateur IT Data R&D, aussi chez Pierre Fabre. Voilà, je leur laisse la parole. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier la Mêlée Numérique pour l'invitation, l'association Toulouse DataVise et en particulier Alain de nous donner l'opportunité en fait de présenter ce qu'on fait chez Pierre Fabre. Et pour commencer, je vais vous présenter l'entreprise. Peut-être que vous ne connaissez pas tous l'entreprise, donc il y a quelques slides, quelques DataVise effectivement pour présenter l'entreprise. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, chez Pierre Fabre, en fait, on dit prenons soin de vivre mieux. Et en fait, on propose un parcours de soins qui est transverse. Donc, on a une entité qui fait des médicaments, notamment, alors historiquement des médicaments en dermatologie, mais aussi beaucoup aujourd'hui d'oncologie. Donc voilà, on a cette branche effectivement pharmaceutique qui fait à peu près 1 milliard d'euros par an de chiffre d'affaires. Et on a une autre branche qui est la branche dermocosmétique où on va prendre soin de la peau. Donc on est le deuxième acteur en dermocosmétique au niveau du monde. Et on a plusieurs marques. Donc je vous présente les marques parce qu'on ne connaît pas forcément ces marques sous l'appellation Pierre Fabre. Mais voilà, on a Aderma, Aven, Ducré, René Furterer, Chlorane, Glyton, Pierre Fabre Oral Care, donc tout ce qui est dentifrice, et une marque au Brésil qui s'appelle Daro. Voilà. On est un groupe qui est inspiré par la nature. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de Pierre Fabre depuis longtemps. Les premiers médicaments étaient extraits à base de végétaux. Et on continue en fait cette démarche-là. Donc aujourd'hui, on a à peu près les 2/3 de nos médicaments et de nos cosmétiques qui sont issus d'actifs végétaux. Et on a aussi des conservatoires, donc on a des botanistes et des conservatoires avec beaucoup d'espèces végétales, donc à peu près 1200, dont une bonne partie sont menacées, en fait, on les conserve. Et on a une échantillothéque, donc on a des échantillons de plantes, 16 000 environ. C'est la première collection privée du monde. Donc on est inspiré par la nature, mais aussi responsable vis-à-vis de la nature et des hommes. Donc on a cette éthique derrière. Aujourd'hui, on a 70% des achats qui sont faits en France. On privilégie vraiment les circuits courts et 95% des produits qui sont made in France. Et on a aussi des engagements aussi au niveau éco-responsable. Donc 87% des produits sont éco-conçus et on est en train de réduire nos émissions carbone. Donc vous voyez là, l'année dernière, par exemple, on a eu pratiquement 11% de réduction d'émissions carbone et on a une certification depuis 2 ans qui est le niveau d'excellence en termes de certification écologique qui s'appelle EcoCert. Pierre Fabre, c'est un groupe de la région. C'est à peu près 10 000 collaborateurs dans le monde. Il y en a 5 500 en France et un peu plus des 2/3 qui sont situés en Occitanie. Voilà. Et l'objectif de Pierre Fabre, c'était vraiment de conserver l'emploi dans la région et en France. Donc voilà, on garde toute la production est en France, la distribution en partie. Et voilà, on est très enraciné en Occitanie. Mais il y a aussi un terrain de jeu un peu plus grand, donc c'est le monde. Et là, on a à peu près un peu plus de 4 000 collaborateurs, 30 filiales, et on distribue nos produits dans 116 pays environ. Et je vais terminer juste rapidement la présentation du groupe en vous parlant de la fondation, parce qu'on a un modèle actionnarial qui est très particulier et qui est unique en France. En fait, on n'est pas coté en bourse, on n'est pas sur le marché, mais la société a été en fait léguée à une fondation, qui est la fondation Pierre Fabre. Et la majorité des parts sont détenues par la fondation. Et on a aussi une part d'actionnariat salarié, c'est-à-dire qu'on peut acheter des parts de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si Cyril, je suis avec... Voilà, moi aussi. Et d'ailleurs, il y a un fort engagement des salariés. La majorité des salariés, aujourd'hui, ont des parts de l'entreprise. Et que fait la fondation ?
La fondation, alors, elle a plusieurs objectifs en termes de e-santé, en termes de formation des professionnels du médicament. On a des grosses missions sur la lutte contre la drépanocytose, la dermatologie, effectivement, parce que c'est notre métier historique, et aussi toute une démarche sur l'accès aux soins de santé. Donc, vous voyez là sur la carte, effectivement, tous les pays où on intervient, donc principalement en Afrique et aussi en Asie. Donc, il y a plein de programmes, je n'ai pas tout détaillé, mais notamment, on a soutenu l'œuvre d'un gynécologue qui est prix Nobel de la paix en 2018. C'est un gynécologue qui répare les femmes qui sont victimes d'excision. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de tout ça. Donc voilà, c'était la présentation. Maintenant, on va passer vraiment au sujet pour lequel on est là. Et on va parler alors, des mots, images, et effectivement, comment on a mis en place la DataVis à Pierre Fabre, et qu'est-ce que ça nous a apporté, et puis on ira un peu plus loin après avec Cyril. On va revenir 5 ans en arrière, en 2016. Et là, c'est l'environnement technologique de tous nos outils qui nous permettaient d'analyser la donnée. Okay, donc, vous voyez une grosse bulle, là, c'est Cognos. Avec un usage direct, donc les utilisateurs allaient attaquer directement le système. Sauf qu'il y avait à peu près 1000 utilisateurs, mais sauf qu'il n'y avait que 10-15 personnes en fait, qui faisaient 95% des requêtes. Et la majorité des gens ont passé par Excel pour ensuite visualiser et analyser la donnée. Et ensuite, on avait d'autres applications, on a une belle collection en fait, d'outils d'analyse. Donc, Spotfire, Oracle, Business Object, MSBI, voilà. Et tout ça, effectivement, alors soit les gens accédaient directement à la donnée, soit ils retravaillaient la donnée sous Excel pour pouvoir analyser la donnée. Donc c'était une grosse problématique. Ça va pas avancer. Voilà. Oups. Bonjour tout le monde. Alors en fait, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Simon, c'est que finalement la DataVis, c'est une brique parmi plein de briques pour analyser des données. L'idée, c'est que finalement, on a besoin d'analyser les données dans une entreprise parce qu'il y en a plein qui arrivent, il y a des chiffres d'affaires, il y a des données sur l'éco-responsabilité, etc. Il y a nos produits en tant que tels, comment on les fabrique, les formules, etc. Il y a tout un tas de données. Et en fait, pour les analyser, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et moi, ça fait 6 ans que j'ai rejoint le groupe maintenant. Et quand je suis arrivé dans le groupe, il y avait pas ou peu d'outils de visualisation de données. Le problème que ça pose, c'est que s'il n'y a pas d'outils de visualisation de données, on en reparlera dans la journée, je pense, mais la visualisation, c'est avant tout une agrégation. C'est-à-dire, c'est d'être capable d'agréger les données parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, du coup, l'art visuel de la DataVis, c'est d'agréger les données pour être capable de les interpréter. Donc, alors, attends, ça marche dans quel sens? C'est ça. Donc, en gros, on a introduit un outil qui s'appelle Tableau Software. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est un outil de DataVis. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique qu'on vous décrivait tout à l'heure? En fait, si on regarde à gauche, en 2016, la plupart des utilisateurs, en fait, ils n'étaient pas consommateurs d'analyse visuelle. Ils recevaient des fichiers Excel et ils essayaient de les croiser tant bien que mal pour faire des analyses et pour pouvoir faire des conclusions. En fait, pendant 4-5 ans, on a, et on va vous expliquer comment, hein, on a pris un parti pris avec Simon, c'est les arguments pour expliquer aux gens pourquoi la DataVis c'est plus intéressant que de faire du reporting avec des tableaux chiffrés. On l'a vu tout à l'heure, il y a plein d'arguments. On préfère vous parler de méthode en fait. Comment on fait pour convaincre à l'échelle d'un groupe finalement comme ça, d'une entreprise, que la DataVis ça peut apporter des choses finalement à tout le monde au quotidien. Alors, pour pouvoir vous parler de ça, il faut vous parler de l'innovation de façon générale. Donc, dans le petit cercle innover, vous pourriez marquer data, vous pourriez marquer ce que vous voulez, mais c'est le rapport qu'ont les humains finalement face à l'innovation. Le rapport, on va dire, naturel de l'humain, c'est il y a un humain qui prend un gros haut-parleur et qui dit « Regardez là-bas, il y a l'innovation, c'est super, allez-y ». Le problème de ce genre de démarche, c'est que, premièrement, on n'a aucune garantie que ça marche. Deuxièmement, on ne sait pas ce que les gens comprennent de l'innovation. Troisièmement, on n'a aucun retour. On ne sait pas comment on peut les aider finalement à aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait finalement en œuvre comme démarche pour réussir finalement à amener les gens à adopter des innovations? Parce que la DataVis,
c'est pas une innovation au sens, la data vis c'est nouveau, hein, on vous l'a prouvé tout à l'heure, il y a des data vis qui datent de plusieurs siècles, etc. C'est pas nouveau. Par contre, les technologies sont nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent, sans faire de code, de faire des visualisations de données. Donc comment on s'y prend finalement pour changer le rapport à l'innovation ? Pour changer le rapport à l'innovation, ce qui est important, c'est de comprendre en fait que c'est un triptyque. C'est-à-dire que finalement, à gauche, j'ai des utilisateurs, à droite, j'ai l'innovation. Il ne faut pas que je les laisse tout seuls face à l'innovation. C'est un triptyque, l'innovation. C'est quoi ? C'est d'abord de la formation. Donc, je fais une formation tous les mois. Donc, on a formé au fil de ces 5 dernières années plus de 300 business analysts. C'est du support. Je peux bien former des gens, mais si je forme quelqu'un pendant une semaine et que je le laisse vaquer à ses occupations et qu'il n'a aucun retour, finalement, il n'a aucune possibilité de me soumettre ses problèmes face à l'innovation, finalement, puisque c'est des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, il n'est pas sûr de faire bien, il n'est pas sûr de bien calculer, etc., etc. Et la troisième composante qui est super importante, c'est tout l'aspect communauté. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez créer un cercle vertueux dans l'innovation, en fait, il va falloir créer une communauté pour s'assurer que finalement, les populations que vous formez, que vous supportez, font partie d'une communauté qui va permettre finalement de supporter et de former aussi les autres. Et donc chacun va se former et supporter l'innovation comme ça. Donc déjà, ce qu'on a fait dans le groupe, c'est de mettre en place ce genre de support, c'est-à-dire des formations régulières tous les mois, du support continu aux utilisateurs et bien évidemment l'aspect communauté également. En gros, c'est assez impressionnant puisqu'on vous parlait notre ancienne plateforme avait 1000 utilisateurs, sauf qu'il n'y en avait que 15 qui faisaient 95% des requêtes. Là, au dernier recensement, on a 4500 utilisateurs sur Tableau Serveur. Donc ça veut dire qu'il y a 4500 personnes qui, au lieu de faire des croisements dans Excel pour essayer de répondre à des questions, ils ont accès directement à des analyses visuelles. Alors on a encore beaucoup de travaux à faire pour vraiment acculturer tout le monde à la data vis, etc. Mais en tout cas, ils ont un rapport direct avec les données. En termes d'utilisateurs, au fil des années, on a formé, aujourd'hui on a 230 personnes qui utilisent Tableau, donc l'outil de data vis dans le groupe. Concrètement, ça change quoi ? Ça veut dire, très bien, vous avez fait monter les gens en compétence sur des outils comme ça, mais en termes de valeur pour une entreprise, ça change quoi ? En termes de valeur, qu'est-ce que ça change ? C'est qu'avant, par exemple, là, c'est nos assets de notre mince, comment il s'appelle le conservatoire botanique. Donc ça, c'est les assets du conservatoire botanique. Donc à gauche, vous voyez une liste de fichiers Excel. Sans outil de data vis, des listes de plantes, vous n'allez pas en faire grand-chose en termes de visualisation. Vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose dans ces fichiers. Et typiquement, c'est le genre de fichier qui est resté dans un répertoire sur une zone d'échange et qui n'était absolument pas exploité. Eh bien, vous les donnez à quelqu'un comme Simon. Et puis, vous avez une visualisation qui permet de représenter tous nos assets en termes de plantes, donc de voir le statut des différentes espèces, de voir les listes des espèces et donc de les représenter en data vis, donc de s'apercevoir quelles sont les espèces en danger, les espèces menacées, etc. Et d'avoir une visualisation finalement sur ces assets. Et c'est à ça que ça sert la data vis, ça sert à agréger des informations qui étaient compliquées à agréger avant, parce que si on ne les visualise pas, en fait, c'est assez difficile à comprendre. Maintenant, pour vraiment finir de faire comprendre finalement ce que c'est que la data vis, on a décidé avec Simon de vous montrer dans quoi ça se place. C'est quoi les prochaines étapes ? Est-ce que la data vis, ça suffit ? Parce que tout à l'heure, on posait des questions. Est-ce que je peux faire de la data vis comme ça ? Mais en fait, il faut comprendre la data vis dans un beaucoup plus grand contexte. Le contexte, c'est quoi ? En fait, c'est le contexte de ce qu'on appelle un système d'information. Un système d'information, c'est quoi ? C'est un système avec tout un tas de systèmes de CRM, de systèmes de facturation, de systèmes de R&D, etc. Ce système d'information, en fait, il est au cœur de la donnée. Elle est là, la donnée, la grande majorité des données sont là. Si vous laissez un système d'information comme ça et vous vous contentez de former des gens à la data vis, il n'y a rien qui va marcher. C'est pas possible. Donc nous, ce qu'on a décidé en tant que groupe, et ça a été vraiment un acte, une espèce de démarrage de profession de foi pour vraiment devenir data-driven, c'est de créer un centre d'excellence de la data. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le centre d'excellence de la data, il n'est pas IT, il est métier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'organiser une gouvernance autour du système d'information. Quand je dis une gouvernance autour du système d'information, elle n'est pas à l'extérieur, dans les pratiques, je fais mes rapports, etc. Elle est bien autour du système d'information. Mais elle n'est pas qu'autour du système d'information. Si vous ne gouvernez pas vos données, et on reviendra tout à l'heure sur des débats qu'il y a sur les biais dans les données, etc., pour éviter les biais,
C'est ça s'appelle la gouvernance. C'est-à-dire il faut vraiment qu'on se définisse des règles pour croiser les données, pour regarder leur qualité, etc. Ce qu'il faut comprendre dans ce schéma, c'est que finalement, autour de la gouvernance, il va falloir organiser tout ça pour pouvoir diffuser finalement ces informations. Comment on fait? On va commencer par s'outiller. Nous, on est en train, par exemple, en ce moment, de constituer une data marketplace. Ça veut dire d'avoir des outils pour pouvoir contrôler la donnée, qu'elle soit performante, la stocker de façon plus performante, donner des outils à la gouvernance pour pouvoir tout cataloguer, définir, poser des définitions sur les différents concepts, etc. etc. Il y a le côté diffusé. Si finalement j'ai 152 systèmes qui diffusent de la data, ça ne va pas marcher dans une entreprise. Il faut un système central qui diffuse de la donnée. Il faut transversaliser, parce que finalement, la gouvernance, elle est souvent très verticale dans une entreprise. Oui, je m'occupe de ces données parce qu'elles sont sensibles, c'est réglementaire, mais oui, mais on fait quoi avec les autres? Parce que les données, il y en a plein. Et la gouvernance, elle doit être transverse. Et le dernier bout, c'est monitorer. C'est-à-dire qu'il faut regarder les usages qui sont faits dans la data, il faut regarder la qualité de la donnée, etc. etc. Ce qu'on veut vous faire comprendre là-dedans, c'est que finalement, la data, c'est un puits un peu sans fond pour ceux qui connaissent la donnée, parce qu'il y en a toujours plein partout. Et finalement, la data vise n'est qu'un des leviers de la valorisation de la donnée. Parce que la donnée, il faut en faire quelque chose. Il faut prendre des décisions avec, il faut tirer des conclusions. Comment on fait ça? En fait, il y a 4 grands leviers dans la data. Le premier levier, c'est la data visualisation. On en a déjà parlé, c'est d'être capable de visualiser ces données, etc., pour pouvoir en tirer des conclusions. Le deuxième grand levier, c'est la data préparation. De dire que la data vise est un métier à part entière, oui et non. Je connais personne qui fait de la data vise et qui ne sait pas préparer des données. Donc il faut être capable de préparer des données pour pouvoir les valoriser, les croiser, etc. etc. Le troisième levier pour valoriser la data, c'est la data science. On parlait d'algorithmie tout à l'heure, de pouvoir détecter, de retirer des mots, de statistiquement essayer de comprendre le langage exprimé sur le site, etc. Tout ça, c'est de la data science. Le dernier levier, il ne faut pas le placer au même niveau, parce qu'en fait, il englobe tous les autres. C'est la prise de décision. Et la prise de décision, c'est la croisée entre un système d'information où je vais prendre des mesures et finalement des objectifs. Ça veut dire qu'il faut se fixer des objectifs dans une entreprise. Ça veut dire qu'on ne fait pas de la data vise juste pour le fun. Alors on en fait des fois le soir et on ne dort pas la nuit, tout ça, pour le fun. Mais quand on en fait en entreprise, généralement, on essaye d'en faire pour être capable de prendre des décisions derrière. Et donc derrière le dernier levier qui est la prise de décision, c'est le plus important et c'est là où justement la constitution d'un centre d'excellence de la data va permettre d'accompagner le groupe. Et finalement, pourquoi? Pour dire, si je ne mets pas tous ces leviers au même niveau, ça veut dire que si je ne suis pas capable d'accompagner les gens pour préparer la donnée, pour les visualiser, pour pratiquer de la data science, si je ne mets pas une gouvernance en place, en fait, je ne prendrai aucune décision. Parce que si la qualité de la donnée n'est pas bonne, et on le voit avec Simon tous les jours en entreprise, quand vous faites une analyse et finalement elle ne va pas dans le sens du vent, c'est-à-dire que finalement vous faites une analyse et vous dites l'inverse de ce que les gens pensaient entendre. Quand vous faites ça, finalement, vous livrez votre analyse et la première chose qu'on va vous dire, c'est où est-ce que tu as trouvé tes données. Si vous n'êtes pas capable de prouver que votre donnée, elle est gouvernée, elle est passée par tout ça et finalement vous êtes passé par tous les leviers pour faire votre analyse, finalement votre donnée n'a pas beaucoup de valeur. Donc ce qu'on voulait expliquer par ce schéma, c'est de comprendre que la visualisation de données, il y a des leviers pour la faire décoller en entreprise, mais par contre, elle n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui permet finalement de sécuriser la donnée. Et pour les débats qu'on aura en fin de journée, c'est des choses que je rajouterai probablement au débat, mais c'est de dire finalement, quand on se demande est-ce que la data vise c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça a un biais, est-ce que c'est plus facile, c'est pas plus facile, il faut le mettre dans ce contexte-là, parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, quelle gouvernance il y a, quelle est l'honnêteté intellectuelle de la personne qui produit, etc. Enfin, il y a plein de questions à se poser derrière avant de dire est-ce que la data vise finalement c'est plus efficace ou pas. Donc voilà pour le petit tour d'horizon qu'on voulait vous faire faire. Alors, je ne sais pas si on est à la bourre ou... Ah non, ça va, on s'en est plutôt bien tiré. Donc est-ce que des gens ont des questions sur ces différents leviers ou sur d'autres aspects de la data ou comment on la pratique chez Pierre Fabre, etc. Oui. Hop, merci. Comme vous venez juste d'expliquer, là, vous êtes focalisé sur Tableau, c'est le boom, mais avant, il y a plein de choses, j'imagine, tout ce qui est gouvernance. Combien d'outils vous utilisez? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez dire, mais quels outils vous utilisez? Et les 230 créateurs, quelles données ils utilisent? À quel bout de la chaîne ils prennent les données?
Ok. Au niveau des outils, donc on les a un peu cités tout à l'heure. Quand je suis arrivé dans le groupe, il y avait du Business Object, du Cognos, du Microsoft, du Excel Access et compagnie. J'ai vu du ClickView, j'ai vu du Power BI, j'ai vu à peu près tous les outils du marché. Si on veut démocratiser la donnée et surtout l'accès, il faut raisonner différemment. Ça veut dire qu'en fait, il faut que cette gouvernance vous livre une data marketplace. Il faut choisir des outils à un moment donné. Et par exemple, nous, dans le groupe, on a dit l'outil corporate pour analyser les données, c'est Tableau Software. Je ne veux pas interdire à un utilisateur final d'utiliser un script Python pour se connecter au dataset ou d'utiliser ClickView parce qu'il y a quelqu'un dans son service qui le maîtrise super bien ou quelqu'un qui maîtrise super bien Power BI ou un autre outil. Donc justement, l'idée de la gouvernance, c'est d'essayer de sortir de cette logique d'outils aussi. C'est plutôt de livrer une data marketplace et après les outils pour y accéder. Oui, à l'échelle d'un groupe comme Pierre Fabre, on paraît un gros groupe, mais dans le monde de la pharma, on n'est pas très très gros. Donc on n'a pas les moyens d'avoir 22 outils de reporting et d'avoir des équipes qui supportent tous les outils de reporting. Donc du coup, on a choisi un outil, on n'interdit pas les autres, mais par contre, il fallait choisir un outil qui avait une valeur assez importante pour pouvoir acculturer les gens à l'outil. Parce que si vous prenez un outil qui est complexe à aborder, et c'est pour ça qu'on a choisi Tableau, ça reste, enfin je ne veux pas faire trop de pub à Tableau, mais ça reste quand même un des outils les plus faciles à aborder du marché. En termes de coding, il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc c'est un outil quand même vachement facile à aborder. Et donc du coup, on est passé de 1000 personnes, on va dire, avec finalement une cinquantaine de personnes qui se connectaient vraiment quotidiennement à des outils du type Business Object, etc., à 4000 personnes qui se connectent à un tableau serveur. Donc on n'a pas éliminé les outils, mais il y en a qui se sont éliminés en fait naturellement. Alors Cognos, par exemple, on l'a fait tomber puisque j'ai créé un nouveau projet avec Tableau sur le même périmètre de données. Et pour répondre à ta deuxième question, les périmètres de données, les 230 personnes, ils sont dans tous les domaines de l'entreprise. Ça va de la R&D à l'administration des ventes, au commerce, au marketing, enfin dans tous les domaines. On n'a pas voulu jouer la carte parce que Tableau, souvent, ça naît dans des services marketing ou des trucs du genre. Nous, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment utilisé dans tous les services du groupe. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez revenir sur votre expérience en termes d'animation de communauté, voilà, parce qu'enfin, Pierre Fabre, c'est pas si petit que ça. Donc, comment vous avez quand même réussi à imposer cette animation de communauté, surtout au sein du service R&D, c'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus simple au niveau du service en cours, mais quand même au niveau de la R&D. Je vais laisser Simon parler du service R&D, mais de façon générale, on force rien du tout, quoi. Je veux dire, enfin, vous avez vu ma slide tout à l'heure, il y a une grosse différence. Je ne fais pas partie de ces gens avec un haut-parleur qui disent « regardez l'innovation ». Si vous voulez convaincre les gens de venir sur des communautés, des forums, etc., il faut que vous soyez capable de leur prouver que vous savez vous-même faire face à cette innovation. Si vous n'êtes pas capable de prouver aux gens que vous-même, vous êtes dans cette innovation, vous pouvez parler autant que vous voulez, hein. Il n'y aura personne sur votre forum. Il n'y a personne qui va venir. Les gens, ils ont besoin de voir des gens qui savent faire par eux-mêmes. Mais je vais laisser Simon, parce que Simon, il est en train de faire quelque chose côté R&D, justement, au niveau communauté. Alors oui, effectivement, sur la communauté R&D, donc effectivement, en R&D, on a plein de données. Nous, à Pierre Fabre, on a des gens qui travaillent en clinique, en toxicologie, on a des chercheurs en pharmacologie. Enfin voilà, on a beaucoup de données. Et pour mettre en place la communauté, ce qu'on est en train de faire, là, on travaille aussi avec les ressources humaines pour identifier les compétences et les appétences des différents collaborateurs. Donc quelqu'un qui a envie, mais qui aujourd'hui travaille sous Excel, et voilà, c'est un peu compliqué pour lui. On est en train de les identifier avec les RH et on leur donne alors pas des postes, mais des rôles spécifiques dans l'entreprise. Donc c'est pas des informaticiens, c'est pas des ingénieurs en informatique. On a aussi, Tableau a été choisi aussi pour ça, parce qu'on n'a pas besoin de coder, en tout cas très peu de coder. Et ces personnes-là qui ont cette appétence, on les accompagne. Donc on fait des formations. Moi je fais des ateliers avec eux, donc on fait des ateliers sur des exemples concrets. Et on prend une thématique particulière, on travaille avec eux et on leur fait généralement gagner beaucoup de temps. Et le temps qu'on fait gagner à préparer de la donnée, à l'analyser, ça permet d'aller plus loin dans l'analyse, donc de trouver des nouvelles façons de voir les processus, des nouveaux axes de recherche. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique où on va convaincre. Alors, on a vraiment cet aspect par le haut qui vient des ressources humaines, mais on a aussi le fait de convaincre par l'exemple. Voilà, on a plein d'exemples et on communique dessus. Donc, on a un réseau social interne dans l'entreprise.
Et l'idée, effectivement, de créer cette communauté, c'est convaincre par l'exemple, donner des exemples concrets de ce qu'on fait gagner, de ce qu'on a découvert avec l'utilisation des données. Et il y a des vrais effets boule de neige quand on n'essaye pas de convaincre les gens purement et qu'on leur montre des exemples. Une communauté, ça s'anime. Ça veut dire que, par exemple, nous, on a monté un Yammer à l'interne, hein, donc un Yammer où on peut partager. C'est un peu comme un LinkedIn interne, donc on peut faire des posts, etc. Je vous dirais, les 3 premiers mois, c'était essentiellement Simon et moi, quoi. On faisait des posts, on expliquait aux gens l'histoire de la data vise, un truc et astuce, etc. Mais en fait, très rapidement, les gens commencent à poster des choses, etc. Mais il faut qu'ils soient eux-mêmes convaincus. On ne peut pas convaincre les gens. Et pour finalement les acculturer, je préfère ce terme que convaincre. En fait, il suffit de leur offrir finalement du support et de la formation. C'est pas plus compliqué que ça. Souvent, les gens, ils gèrent le changement avec un livrable de fin de projet. C'est-à-dire qu'ils disent à la fin du projet, je les forme, je leur donne le petit PowerPoint qui va bien, et les gens, c'est bon, ça y est, ils sont acculturés. C'est pas ça. La gestion du changement, c'est un service continu après la livraison de l'innovation. C'est pas du tout un one-shot qui se passerait à la fin du projet, c'est vraiment un service continu, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à amener les gens finalement à adopter des innovations. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. J'aimerais remercier Alain aussi et toute l'équipe. Encore une question peut-être ? Oui. Sur les 4500 réalisations sous Tableau. Alors, c'est des utilisateurs. Pardon. C'est des consommateurs. Des réalisations, il y en a encore plus. Ah, ok. Et donc, sur les réalisations, est-ce que vous savez déterminer lesquelles sont plutôt exploratoires et lesquelles sont plutôt ciblant de communiquer un résultat pour convaincre et donc prendre une décision ? Alors non, pas encore. Et c'est justement pour ça que je vous montrais le dernier schéma. C'est qu'en fait, si on ne fait pas ça, ça va être très compliqué parce que je n'ai pas encore tout le monitoring. Ça veut dire qu'on a débloqué les usages, mais sans la création d'un centre d'excellence de la data et finalement une vraie entité qui va essayer de gouverner, de comprendre les usages, d'aller justement mesurer finalement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire parmi les visualisations, combien il y en a qui sont exploratoires, combien respectent les principes de la data vise, est-ce que j'ai pas plein de listings partout, etc. C'est assez difficile à voir parce qu'en fait finalement mon idée moi de départ quand je suis rentré dans le groupe, il y avait urgence à libérer les usages autour de la data. Parce que j'ai vu des business analysts qui passaient 80% de leur temps à coller les données ensemble. Ils ne passaient pas de temps à analyser les données. Ils les collaient ensemble parce qu'ils récupéraient un fichier de leur pote à la machine à café, un autre fichier qui sortait de je sais pas quel site, je sais pas où, et puis après ils essayaient de coller tout ensemble. Ils ne faisaient aucune analyse. Donc l'idée a été de booster d'abord les usages autour de Tableau, mais on a introduit un autre outil qui est Alteryx, qui est plutôt dans la famille de la préparation de données, pour leur permettre rapidement, parce que c'est eux les mieux placés pour répondre à leurs analyses. Donc eux, ils peuvent répondre à leurs analyses. Maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est il faut mettre une gouvernance autour pour faire ce que Simon fait en ce moment, détecter des champions, voir si on ne peut pas les utiliser en relais, voir si toutes les business units du groupe ont bien les bons profils pour faire des choses exploratoires ou analytiques, etc. Mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Moi, j'ai une question sur les périmètres des données que vous considérez dans le système d'information. Par exemple, j'imagine que vous utilisez SAP. Oui. Bon. Est-ce que SAP fait partie du système d'information qui est décrit là ? Est-ce que je peux faire une requête avec les droits suffisants, je ne sais pas moi, sur les moyennes de salaire ou des choses comme ça ? Alors, est-ce que je peux interroger la comptabilité de l'an dernier ? Alors, oui. En fait, l'ensemble du périmètre des données est concerné, et d'autant qu'on m'a donné une chance dans le groupe l'année dernière de faire un projet que je n'avais jamais fait de ma carrière, c'est qu'on m'a dit SAP, on a un problème, c'est qu'on n'est pas capable de faire du reporting dessus. Et donc, du coup, on a créé un vrai modèle de données par-dessus SAP et je branche Tableau dessus les doigts dans le nez et on est capable de faire n'importe quelle data vise sur toutes les données qui sont dans le RP. On est capable de faire n'importe quelle data vise sur donc, du coup, tout l'ensemble, on va dire order to cash et plus encore, parce que je suis en train de travailler sur un lot 3. SAP sert aussi à la production, l'industrie, etc. Et demain, si je veux faire des analyses sur mes stocks ou je ne sais quoi, il y a bien l'ensemble des données, y compris les données RH qui sont dans le Data Warehouse Group, etc. On a Tableau n'est pas limité à un service, une business unit ou un domaine d'affaires. C'est vraiment quand il y a 4500 personnes, parce qu'on est quand même 12 000 salariés, il y a 4500 personnes sur le serveur.
Donc ça représente un peu l'ensemble des domaines de la data, quoi. Et on utilise aussi les données externes. Enfin, moi, je sais que côté R&D, on a aussi beaucoup d'input, enfin voilà, des choses intéressantes au niveau externe. Donc, il y a les données du groupe effectivement qui sont intéressantes. Toute la donnée externe aussi nous intéresse. Je pense par exemple à l'analyse de tous les articles scientifiques dans notre domaine, donc plus orienté médical, pharmaceutique, cosmétique, biologie. Voilà, aujourd'hui, on parlait de NLP tout à l'heure. On a aujourd'hui des outils qui vont analyser les publications scientifiques pour nous faire remonter les tendances et aider les chercheurs à sélectionner les bons articles et trouver les bons axes de recherche. Il y a une question ici, c'est ça? Non. Moi, j'en ai une. Parce que Tableau est un outil formidable, mais il est arrivé à des spécialistes de se tromper en faisant des tas de croisements de données, en faisant des tas de visualisations. Est-ce que, là vous nous avez montré tous les avantages de la data vise, est-ce que vous pourriez vous faire les propres avocats du diable? Oui. Et nous expliquer pourquoi par moment c'était pas forcément une bonne idée de mettre ça entre les mains de tout le monde, entre guillemets? Je le dirais pas comme ça. Franchement, pour être très honnête, vu de là où on partait, toutes les erreurs que tu décris, tu fais exactement les mêmes avec des recherches V dans Excel, des bases Access et compagnie. Donc Tableau n'a pas pu introduire de nouvelles erreurs comme ça en tant que telles. Ce qui est compliqué et qui demande beaucoup de moyens et beaucoup plus peut-être que ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment ce cercle de la gouvernance autour, quoi. Parce que c'est là le secret pour essayer de corriger le plus de biais, c'est d'avoir le plus de datasets possible préparés avec les bonnes jointures, avec qu'il n'y ait pas de produit cartésien, qu'il n'y ait pas de etc. Il faut, en fait, bon, vous connaissez la data, hein, c'est de l'ensembliste. C'est ni plus ni moins que de l'ensembliste. C'est des unions, des intersections, des croisements, etc. On est en train de développer justement un outil qui s'appelle Denodo, donc c'est un outil de data virtualisation. C'est un outil qui va nous permettre de beaucoup plus rapidement créer des contextes de croisement de données à la volée et de les livrer à l'utilisateur final. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que on devrait livrer aux end-users qui ont Tableau dans les mains des données les plus préparées possibles. Parce qu'en fait, avoir une compétence en visualisation, faire sortir des choses, c'est une chose. Avoir des compétences en ensembliste et d'être sûr de ne pas faire des produits cartésiens ou des mauvaises jointures, ou etc., c'est un autre domaine et tous les experts en data vis n'ont pas forcément cette connaissance, quoi. Je parlais plus en termes de visualisation, c'est-à-dire une fois qu'on est sûr qu'on a des bonnes données, on peut avec des bonnes données voir des choses complètement fausses. Alors ça, on n'a pas d'exemple. J'ai pas d'exemple à vous citer puisqu'on n'en a pas eu. Enfin, j'ai jamais eu de cas d'école. Enfin, je sais pas si toi t'en as eu, mais genre on m'a remonté. Ah ouais, mais là il m'a montré un truc, mais en fait vu comme il l'a représenté, c'est tout faux. Si, moi j'ai quelques exemples. Effectivement, dans R&D, donc on explore pas mal de solutions et fatalement des gens qui. Alors, on forme les personnes à Tableau. Ce sont des chimistes, ce sont des biologistes, ce sont des voilà, c'est pas forcément des experts. Et effectivement, les débuts, on les accompagne et effectivement, il y a forcément des biais. C'est pas le bon filtre. On en a vu tout à l'heure, j'ai coupé l'échelle à tel endroit, etc. Enfin, des choses assez classiques en DataVis. Mais voilà, après, on a parlé de la formation, du support, de la communauté. Voilà, tout ça aide aussi à corriger ces biais qui peuvent arriver. Mais vraiment, on n'a pas, moi, à aucun moment, et c'est pas pour dire, à aucun moment, je me suis dit, ah ouais, mais là, quand même, c'est un peu compliqué d'avoir donné ce genre d'outils à tout le monde. C'est plutôt le contraire qui se passe. Les retours sont plutôt positifs. On s'était amusé avec mes équipes à faire une campagne de retour utilisateur, justement, pour prendre la température, pour voir après 3 ans ou 4 ans. Et oui, mais vous en pensez quoi dans votre quotidien? Ça vous a aidé? C'est plus facile pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je ne les ai pas mis là, mais c'était édifiant. Les gens ont dit vraiment que ça leur faisait gagner beaucoup de temps et j'ai vu très peu de personnes se plaindre de contreparties négatives. Mais par contre, tu as entièrement raison et c'est un truc qu'on regarde de beaucoup plus près aujourd'hui. C'est maintenant, ok, super, tout le monde a produit, vous vous êtes dépanné, vous avez réussi à faire plein d'analyses, très bien. Est-ce qu'il y a des bonnes, est-ce qu'il y a des mauvaises, etc. Et de mettre toute une gouvernance autour, parce qu'effectivement, sinon, c'est l'inconvénient de ce genre d'outils et de les démocratiser, c'est la foire de la data, quoi. C'est qu'on ne sait plus qui fait quoi, c'est compliqué. Merci à tous. Merci.